Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Midi, 4 minutes, on est mercredi le 11 octobre. Bienvenue dans votre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM, Côte-Nord Attitude. Jean Saint-Pierre, bon midi. Bon midi, Valérie. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ouais, écoute, notre stratégie est pas mal arrêtée pour les élections municipales qui sont lancées officiellement depuis vendredi dernier. Donc, il y aura des débats sur nos ondes à ne pas manquer. Oui, on peut déjà confirmer la date de 2 débats entre les candidats à la mairie de Sept-Îles, Régent Porlier et Russell Tremblay seront avec nous dans une semaine, jour pour jour, le mercredi 18 octobre pour un premier débat. Il y en aura un deuxième dans la dernière semaine avant l'élection, là, soit le mercredi 1er novembre. Pour Port-Cartier, ça se confirme également là dans les prochaines minutes, mais on aura un débat également entre les deux candidats à la mairie, Alain Thibault et Violaine Doyle. L'équipe de Madame Doyle vient de publier d'ailleurs ce matin son programme électoral. On en parle à nos actualités régionales dans quelques instants, Valérie. Avant ça, par contre, j'ai bien hâte de parler à cette actrice de Port-Cartier, Lou Poirier, qui sera dans une belle série, là, une vraie série télé à Radio-Canada très bientôt. Exactement, qui s'appelle Le Siège, et elle joue aux côtés quand même de Gilles Renaud, de Alexandre Goyette, c'est pas rien. Une mini-série qui va prendre l'affiche le 6 novembre à Radio-Canada, dans une plage horaire hyper importante aussi, là, le lundi 21h quand même, ça va prendre la place de la série Olivier. Donc, une belle visibilité pour Lou Poirier, qui est un personnage assez important dans cette série-là aussi. On va lui jaser, puis de toutes sortes de projets également qu'elle a, parce que je te dirais que je suis allée explorer son site web. Elle fait pas mal d'affaires. Elle est sur Lou des Poirier. échasses présentement, quoi. On va nous parler du haut d'un échassier. Ben, je sais pas si ça va être du haut d'un échassier, là, mais je pense qu'elle est avec présentement là, la troupe Circus Stella pour faire de la danse sur échasse. Elle fait du théâtre, elle fait plein de choses. Donc, elle est à l'extérieur du pays. Elle va prendre quelques minutes pour nous téléphoner aux alentours de 12h15. J'ai bien hâte de lui parler. Le reste du menu du midi à Côte-Nord Attitude, on va s'entretenir avec la chargée de projet de l'Institut de la statistique du Québec qui vient de publier le portrait de la Côte-Nord. Plein de chiffres intéressants qui confirment l'exode d'une bonne partie de la population. On a perdu 7000 personnes entre 2001 et 2016 sur la Côte-Nord. On va parler, ce bilan-là nous livre aussi beaucoup d'informations pertinentes sur l'économie, la culture, la santé des Nord-Côtiers. Marie-Hélène Provençal sera avec nous vers midi 28 minutes pour nous en parler. Tu sais que le Cercle des fermières de Sept-Îles célèbre cette année son 75e anniversaire. Oui. Ça nous ramène en 1942 que ça a été fondé, là. Et il y aura une journée porte ouverte qui s'en vient. On va parler de l'histoire des fermières avec Ginette Blouin-Tremblay du comité du 75e du Cercle des fermières qui a toujours son local sur la rue Dequin à Sept-Îles depuis 1950. Et en fin d'émission Côte-Nord Attitude, vers 12h50, on a la chronique d'intérêt avec Steve Chappado. Encore un bon sujet économique aujourd'hui. On parle du prix de l'aluminium qui ce matin d'ailleurs atteint un sommet pour les 5 dernières années. Alors est-ce qu'on peut espérer la phase 3 de l'aluminerie Alouette? On va peut-être en parler à la chronique La Nouvelle d'intérêt avec Steve Chappado en fin d'émission. Et juste avant cette série d'entrevues, on vous présente un bulletin d'actualité complet. Actualité Pure FM. En mentionnant d'abord que Pierre Arcan demeure ministre responsable de la Côte-Nord, il devient aussi président du Conseil du Trésor du gouvernement du Québec. Philippe Couillard a procédé ce matin à un important remaniement ministériel à l'Assemblée nationale. C'est Pierre Moreau qui devient ministre responsable des ressources naturelles et du plan Nord. Les leaders de la Côte-Nord devront s'adresser à un nouveau ministre des Transports, André Fortin, pour les 2 priorités régionales que sont le prolongement de la route 138 vers Blanc-Sablon et la construction d'un pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine. Originaire de Bécomo, la députée de Verdun, Isabelle Melançon, devient ministre de l'Environnement. Les 6 candidats de son équipe et la mairesse sortante à Port-Cartier, Violaine Doyle, ont publié ce matin leur programme électoral. Il comprend 9 objectifs prioritaires dans les secteurs économiques, sociaux et écologiques. L'équipe Violaine Doyle veut d'abord contrôler le compte de taxes et diminuer la dette des contribuables de la municipalité. Selon la mairesse sortante, c'est la base pour ensuite investir dans le développement en respectant la capacité de payer. La diversification économique, la rénovation de certaines infrastructures, la participation citoyenne et le développement
développement du réseau des bornes électriques figure parmi les priorités des 6 candidats indépendants de l'équipe et de Violaine Doyle. Le candidat à la mairie de Port-Cartier, Alain Thibault, pose ses affiches aujourd'hui. Il publiera bientôt son programme électoral. Le déclin de la population de la Côte-Nord s'est accentué de 2011 à 2016. Toutes les MRC de la région perdent des habitants, confirme le portrait de la Côte-Nord publié hier par l'Institut de la statistique du Québec. L'activité économique régionale est en baisse depuis 4 ans. Les dépenses pour les investissements miniers ont diminué encore de 6,5% en 2016. La Côte-Nord a perdu 239 emplois dans cette industrie l'an dernier. La Côte-Nord regroupe maintenant 92 541 citoyens, 7 000 de moins qu'en 2001. Le revenu médian des familles de la région demeure nettement plus élevé que la moyenne provinciale. Le taux de diplomation dans notre région est inférieur à celui du Québec. On va en parler davantage de ce portrait de la Côte-Nord avec une porte-parole de l'Institut de la statistique du Québec vers 12h30. Les 2 aspirants au titre de maire de cette île reçoivent l'appui de candidats dans presque tous les districts en élection. La campagne électorale 2017 s'effectue avec 2 équipes de candidats. Russell Tremblay croit que les citoyens pourront faire un choix éclairé le 5 novembre. Nous, on est vraiment une équipe qui a une vision qui est semblable. Si les gens choisissent ma vision, qui veut du développement, qui veut qu'on arrête de chicaner, qui veut qu'on développe cette île au niveau de la qualité de vie, de l'environnement, de la culture, je m'attends à ce que les conseillers qui ont été choisis respectent le choix démocratique de la population. Je m'engage à travailler avec tout le monde de la même façon. Le maire sortant, Régent Porlier, croit que la campagne électorale avec des équipes de candidats risque de créer un conseil divisé pour les 4 prochaines années. L'idée d'avoir des partis, je pense pas que c'est une bonne chose à cette île. À partir du moment où il y a des conseillers qui étaient déjà en place, se sont carrément affichés derrière Russell, ça laissait plus beaucoup de place à l'indépendance. On va travailler avec les gens nommés par la population, ça c'est clair. La future conseillère du district du Vieux-Quai, élue par acclamation vendredi, Marie-Claude Casey-Légaré, a assisté au lancement des 2 candidats à la mairie. Elle a apprécié la plateforme de Russell Tremblay et attend de voir celle de Régent Porlier. Et puis, destination Nakawinanu complète cette semaine le bilan de la saison de navigation qui a permis à cette île de recevoir des grands voiliers et puis le Queen Mary 2. Les 2 événements ont mobilisé la population sept-îlienne. Les premiers commentaires reçus de la part des croisiéristes qui sont venus ici le 2 octobre à bord du Queen Mary indiquent que l'hospitalité des gens d'ici se démarque. Selon la chef d'escale de Destination Sept-Îles Nakawinanu, Marie-Ève Duguay, la rencontre entre la rameuse transatlantique Mylène Paquette et les visiteurs du Queen Mary a été chargée d'émotions. Plus de 500 croisiéristes ont assisté à sa conférence à bord du navire. Avec plus de 10 ans à cette île, l'industrie des croisières poursuivra son évolution vers une année record en 2018, prévoyant entre autres le retour du Queen Mary 2. Voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. Attitude. Développement économique Sept-Îles est fier de vous offrir ce regard sur nos réussites. Nous, on est Destination Réadaptation. On est une nouvelle clinique à Sept-Îles. Moi, c'est Marie-Pierre Charpentier, copropriétaire avec Annie Blanchette. On est des ergothérapeutes à la base, mais on est aussi propriétaire, donc il y a beaucoup du côté administratif. Pour ma part, personnellement, j'ai quand même commencé à avoir comme idée de devenir entrepreneur dès mon université, je dirais. Moi, ça faisait pas du tout partie de mon plan de carrière. Il y a eu une opportunité d'affaires qui s'est présentée. Avec ça, j'ai fait la rencontre de Marie-Pierre qui, elle, avait clairement son intérêt d'aller dans cette avenue-là. Depuis le tout début, ça nous prenait assurément un partenaire à la fois financier, mais aussi un partenaire qui avait du vécu avec le démarrage d'entreprise. On a comme partenaire maintenant le développement économique Sept-Îles. On a aussi Femmes et Sœurs. L'ouverture des partenaires financiers, de travailler en collaboration avec d'autres partenaires financiers, ça a été d'un grand atout. Notre souhait à long terme, c'est vraiment de développer une clinique multidisciplinaire. Là. Si on parle d'un rêve, c'est sûr que le fait d'avoir notre propre local, vraiment d'avoir là, le rêve de l'ergothérapeute, là, ça c'est une vision, mettons, à moyen long terme. Ce regard sur nos réussites était une présentation de Développement économique Sept-Îles.
C'est-il de l'espace pour vos ambitions? Dans une volonté d'être toujours plus près de sa clientèle, Attraction Radio est fière d'accueillir une toute nouvelle représentante commerciale pour le secteur Port-Cartier, Pentecôte, Pointe-aux-Anglais et Baie-Trinité. Danielle Forget, impliquée dans le milieu des affaires pendant de nombreuses années et toujours à l'affût des nouvelles tendances en matière de promotion, saura vous guider vers la campagne qui fera rayonner vos produits et services. Laissez Danielle Forget vous faire découvrir la force d'Attraction. 88 768 6462 ou dforget@attractionradio.ca. T'es sûr que tu devrais pas tasser le camion? Ben non, relax, je sais ce que je fais. Check-moi bien aller. Besoin d'un nouveau véhicule? C'est la liquidation totale chez vos concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Obtenez jusqu'à 10 500 $ en rabais sur les modèles Ram 1500 2017 sélectionnés. Nos Ram 1500 équipés du légendaire moteur à essence sont recommandés par Protégez-vous. Des conditions s'appliquent. Détails dans les journaux et chez vos concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Il y a des matins. Allô, c'est Valérie. Tous les matins de semaine, j'ai le bonheur de commencer mes journées avec vous dès 6 heures. Actualité artistique, nouvelles locales, sujets qui vous touchent, le tout accompagné d'une dose de bonne musique et de bonne humeur. Je vous attends du lundi au vendredi de 6h à 9h. Pure FM 94 1. Absolument fan. Avec Maxime Lamontagne. Absolument fan. La saison 2017-2018 de la LNH bat son plein. Grâce aux nouvelles du site absolumentfan.com, vous saurez tout avant tout le monde. Les rumeurs, les prédictions, les nouvelles de dernière heure, que ce soit pour vous aider dans votre pool de hockey ou juste satisfaire votre curiosité, joignez-vous à moi en fin de journée pour être aux premières loges. Absolument fan. Du lundi au vendredi à 17h17 au 94h. Voici à quoi ressemble la vie quotidienne ordinaire. Et voici à quoi ressemble la vie quotidienne avec la boutique Attraction. Il y a de quoi célébrer avec la boutique Attraction. C'est la nouvelle façon d'économiser. Tout est à un minimum de 50% de rabais avec de nouvelles offres chaque semaine. Sorties, détente, resto, cadeaux, vas-y et profite de la vie à moitié prix. Boutiqueattraction.com. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Oui, ben Valérie, on reçoit une dame qui est originaire de Port-Cartier, qui est actrice, en tout cas artiste dans plusieurs, avec plusieurs volets, plusieurs arcs, flèches à son arc là. Donc Lou Poirier qui est avec nous. Elle joue un rôle important là dans la mini-série qui s'en vient à RTV et Radio-Canada. Exactement, une série qui s'appelle Le Siège et qu'on va pouvoir voir très bientôt, entre autres à RTV. En premier, on va aller la rejoindre. Lou Poirier, ben bon midi. Bon midi à tous. Là, on te rejoint où exactement, là? Parce que je sais que tu es à l'extérieur du pays présentement. T'es où, là? Ben oui, je suis une chanteuse qui me promène en Allemagne pour le mois d'octobre, dans la belle ville de Freiburg. Quand même, hein? Est-ce que c'est parce que t'es avec la troupe Circus Stella présentement? Non, on aimerait bien ça, à Freiburg, à le cirque. Eh bien non, mon amoureux habite ici, puis c'est une ville avec laquelle j'ai des relations depuis plusieurs années parce que j'ai étudié en danse ici jusqu'en 2011. Et là, c'est ça, je me fais un petit vacances-travail, danse et visite de l'amoureux. Alors voilà, c'est ma vie en ce moment. Et toi, t'es originaire de Port-Cartier. Maintenant, tu habites Moncton au Nouveau-Brunswick. Ça fait combien de temps là que t'es partie de la Côte-Nord? Ben, ça fait depuis 97, j'ai fait le cégep. Hein. Il y a un symptôme, des fois on a hâte de partir de chez nous pour aller étudier en ville. Quoique, moi, ça m'a ramené de toute façon quand même en région, si on peut dire, parce que j'ai choisi l'Acadie comme milieu de vie. J'ai fait mon bac en art dramatique là-bas. J'ai commencé ça en 2002. Et je suis restée après chez les Acadiens. J'aime bien me dire que je suis comme une Acadienne rapportée, hein, parce qu'on est plusieurs sur la Côte-Nord qui ont des racines acadiennes. Alors après la déportation, il y a la rapportation. Donc moi, je me suis rapportée en Acadie, pour ainsi dire. Est-ce que tu as eu la piqûre du théâtre et des arts rendus en Acadie ou tu en as fait un petit peu là avec la troupe La Giboulée ou la troupe du Bonheur du côté de Port-Cartier? Ben, j'étais seule au secondaire qui cherchait le théâtre comme activité parascolaire, oui, puis ensuite au cégep à Garneau encore comme activité parascolaire. Puis après, je suis allée me promener. J'ai pris 2 ans de vagabondage et puis après, ben, je me suis dit, OK, c'est maintenant ou jamais, j'essaye ça.
Donc, le bac en art dramatique à l'Université de Moncton, ça nous permet de jouer, mais ça nous permet aussi d'explorer le côté technique. Et puis ça, c'est bien parce que quand on arrive dans la vraie vie d'artiste, il faut savoir combiner. Donc, des fois, oui, je joue, et puis d'autres fois, je travaille comme technicienne sur des tournages, aux accessoires, où je fais avec le cirque, comme vous avez pu voir probablement sur mon site web. Donc, oui, il faut avoir plusieurs chapeaux. Parce que c'est un peu la réalité des artistes. Puis moi, je refuse d'avoir le boulot alimentaire, de travailler dans un café. Donc, j'essaie de cumuler plutôt les différents contrats. Et c'est bien, il n'y a pas vraiment de routine, là, on peut dire. Mais en Acadie, vivre de son art, c'est un peu comme sur la Côte-Nord, là. On est un petit peu dépendant quand même des grands centres. Là, t'es chanceuse parce que Radio-Canada font parfois des séries. Là, moi, j'ai vu la série Le Clan qui a été faite direct en Acadie. Ça fournit des opportunités, ça. Oui, puis on espère qu'avec le siège, on va encore marquer un grand coup parce que, hier, c'était la première médiatique qu'on appelle à Montréal. Donc, les journalistes, les médias ont pu voir les 2 premiers épisodes. Moi, je suis ça de l'outre-mer. Là. Vous pouvez bien vous imaginer, la réception a été très positive. Et c'est pour la première fois où il y a vraiment principalement des acteurs de l'Acadie qui sont à l'écran. Donc, on a 2 têtes d'affiche du Québec, le très bon et très honoré Gilles Renaud et l'excellent Alexandre Goyette, qui ont été des partenaires de jeu incroyables et des gens qui ont vraiment mis un bon focus sur le plateau. Et le reste, c'est vraiment que des gens qui habitent le Nouveau-Brunswick, des Acadiens rapportés comme moi ou des Acadiens de souche qui prennent l'écran, ouais. D'ailleurs, là, je lisais très bonne critique là ce matin dans la presse, Hugo Dumas entre autres, là, qui est allé de très bons mots au sujet de l'émission. Ça va être quand même une plage horaire assez courue les lundis 21h à Radio-Canada. C'est quand même la série Olivier là qui fonctionne très bien présentement, qui est là. Ensuite, c'est le siège qui arrive. Est-ce que toi, tu ressens une espèce de pression là, tu sais, à la veille que l'émission entre en onde? Ben, de pression, je sais pas, de fébrilité, certainement. C'est sûr que pour moi, de mon côté, c'est la première fois que j'ai un rôle aussi important à l'écran. Donc, le personnage de José Gauvin qui s'occupe de la garderie de l'usine, elle se retrouve, dans cet otage-là, dans cette prise d'otage-là, malgré elle. Je vous cache un peu le pourquoi elle se trouve là, malgré elle. Et en fait, c'est que l'histoire aussi, je pense que ça va toucher pas seulement les gens des régions, on l'espère, mais c'est sûr que c'est quelque chose, quand on a vécu sur la Côte-Nord comme moi ou au Nouveau-Brunswick, une fermeture d'usine, on sait que ça peut affecter une ville au complet. Et là, la beauté du scénario, c'est qu'on va aussi dans un peu le drame humain, les histoires cachées de chacun des personnages. Donc, c'est ce qui en fait, je pense, une très bonne série qui va nous garder en haleine. Donc, moi, je sais pas si j'ai de la pression. Je suis plus curieuse du résultat parce que j'ai l'impression que je vais me voir d'une façon que je me suis jamais vraiment vue. En même temps, qu'est-ce que ça a été l'expérience tournage là? Ça s'est fait, j'imagine, il y a quelques mois quand même, avec Alexandre Goyette puis Gilles Renaud. Ça doit être une expérience intéressante, là. Ils ont été très invitants, ils ont été de très bons compagnons de route. Oui, on a tourné ça du mois d'avril à la mi-juin. Et donc, c'est le phénomène d'un huis clos. En temps réel, ce qu'on va voir sur 6 épisodes, en temps réel, c'est 30 heures. Donc, pour le comédien, c'est intéressant parce qu'on ne tourne quasiment jamais en ordre chronologique et on a à suivre une courbe de tension et de suspense sur 30 heures. Sauf que dans la même journée, on peut être à la 2e heure de cette prise d'otage-là et sauter après la nuit blanche. Donc, c'est sûr que c'est un exercice de concentration qui est assez spécial. Là, on se parle entre gens qui habitent en région. Là, peut-être que ce rôle-là va te propulser de l'avant. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu aimerais là, te rendre à Montréal pour faire plus de séries, je sais pas, ou tu préfères vraiment rester au Nouveau-Brunswick? Moi, je pense que Montréal a tout intérêt à sortir de la grande ville puis à venir prendre de l'air chez nous. Ça fait que, moi, je suis en Acadie pour y rester, définitivement. Faut voir aussi que la communauté artistique francophone est très, très, très vivante. C'est sûr que on a connu plus du côté musical dans les dernières années, là, avec Radio, Lisa Leblanc, Joseph Edgar, des gens comme ça qui ont fait vibrer peut-être l'Acadie loin des violons et du country qu'on pourrait peut-être penser qui est un peu cliché. Donc, je pense que là, c'est autour aux acteurs, à ceux qui produisent la télé. Il y a d'autres projets qui s'en viennent, donc on peut pas officiellement parler, mais il y a des films, il y a d'autres séries qui s'en viennent, et puis on est bien fiers, toute la gang, là, de faire vivre ça et d'être ensemble.
ensemble là-dedans. Donc, non, c'est sûr que moi, j'ai un cœur, oui, encore québécois, nord-côtière, c'est sûr. Et je participe au phénomène de la francophonie, de la grande francophonie. Puis pour moi, ça se passe au Nouveau-Brunswick en ce moment, ouais. Oui, les arts en Acadie se sont renouvelés d'ailleurs. Hein. On n'est plus nécessairement à l'époque de la Sagouine. Là, il se fait plein de choses assez diversifiées. Peut-être des spectacles de théâtre qui pourront t'amener au graffiti ou à un retour à Port-Cartier à l'occasion. Ah, j'aimerais donc ça. Ben oui, c'est toute une histoire de connaître les diffuseurs, de se faire connaître et d'avoir aussi le public qui est là. Mais je veux dire, ça, c'est vraiment pas impossible. Et puis, être un artiste aussi, ça, j'aime dire ça parce que être un artiste dans une minorité francophone, c'est un rôle social aussi que moi, je trouve très valorisant parce que c'est pas tout d'être sur une scène puis de se faire applaudir. C'est le rôle qu'on a dans la communauté. Puis, je fais des projets aussi plus communautaires. On préfère dire communautaire plutôt qu'amateur parce que c'est vraiment quelque chose qui est lié vers la communauté puis de faire vivre la langue. Alors ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose de précieux, ouais, pour moi. C'est le fun d'entendre ça. Et on en parlait au début, là, t'es ultra polyvalente, danse, théâtre, cirque, télé. C'est quoi tes futurs projets, Lou, qui s'en viennent pour toi? Ben là, justement, au mois de novembre, la même semaine que le siège va sortir, on va faire en Acadie le premier festival international de slam poésie en Acadie. Alors, on aura des invités, des gens de la Gaspésie, des gens des Maritimes, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, quelqu'un du Mali aussi qui va venir. Et donc, cet événement-là, ça va être justement pour honorer notre belle langue française. Et on espère qu'il y aura plus qu'une édition. Donc, moi, je vais performer parce que j'écris du slam indirectement. J'ai écrit un one-woman show il y a 2 ans. Ces slams-là sont devenus des personnages de scène, mais au début, le premier souffle d'écriture était vraiment le slam poésie. Donc, moi, je vais faire partie des gens qui vont performer, qui vont donner des ateliers. Donc, ça, c'est les prochaines choses. Puis cet hiver, c'est toujours un petit peu plus tranquille pour moi, mais au printemps, il y a une autre série qui s'en vient, qui va être diffusée sur les ondes de Radio-Canada. Et là, il y a des auditions et puis on va voir ce qui va se brasser, ouais. Bon, on va se croiser les doigts pour toi et on te souhaite, en tout cas, on espère que ça va fonctionner. On n'est pas inquiet de toute façon pour la série Le Siège. On rappelle que ça s'en vient à partir du samedi 21 octobre, programme double à RTV. Et ensuite, à partir du 6 novembre, ce sera les lundis 21h à Radio-Canada. Il est quelle heure, là, en Allemagne, présentement, Valérie? Ça va être souper, il est 6h20, 6h30, oui. Un gros merci de nous avoir contactés comme ça en direct à Pure FM Sept-Îles. Je vous remercie, la gang de la Côte-Nord. On se donne rendez-vous au petit écran. Vous prendrez le temps de regarder ça avec un sac de popcorn bien enroulé dans votre sofa. Et voilà, Lou Poirier, merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée. Bye-bye. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Préparez-vous à changer la pile de vos avertisseurs de fumée. La Caisse populaire des Jardins de Sept-Îles, Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves, Aluminerie Alouette et la Ferronnerie Sept-Îles, en collaboration avec les Scouts de Sept-Îles, les Huskies, équipe de volleyball et hockey du secondaire et l'école Queen Elizabeth High School sont fiers de participer à la campagne Scout Tombe Pile, qui se tiendra le dimanche 15 octobre entre 10h et 15h. Plus de 6000 piles pour les avertisseurs de fumée sont distribuées par du porte-à-porte couvrant le territoire de Clark City à Moisy. Plus de 450 jeunes et adultes y participeront. Un petit 3$ pour une pile pour votre sécurité et éviter un sinistre, c'est pas cher. Préparez-vous, nous passerons vous voir et nous en profiterons pour recueillir aussi vos vieilles piles. Agissons ensemble le dimanche 15 octobre de 10h à 15h et sauvons des vies. Encourageons Scout Tombe Pile. Quand t'as le goût d'un bon poulet barbecue, t'as 2 choix. Te partir un élevage de poulet ou passer chez IGA. Prendre un poulet rôti barbecue, c'est prêt. Bon, pratique et prêt à manger. Seulement chez IGA. Et quand t'as le goût de faire plaisir à ta famille avec un bon repas de poulet barbecue, avec des frites, la sauce et de la salade de choux, t'as aussi 2 choix. Payer le gros prix du resto ou passer chez IGA. Prendre un repas de poulet pour 4, c'est prêt à 17,99. C'est moins cher qu'au resto, ça. Seulement chez IGA. PAL Airlines est heureuse d'annoncer un plus grand choix de vol entre Wabush, Sept-Îles, Québec et Montréal. Dès le 10 septembre, PAL Airlines ajoute à son horaire un vol direction sud-ouest le matin, de même qu'un vol supplémentaire en mi-journée afin de vous offrir encore plus de flexibilité. Plus de choix de vol avec le même excellent service. Réservez dès aujourd'hui en contactant notre service de réservation au 1-866-962-0380 ou encore votre agence de voyage. Pour plus d'informations ou pour réserver en ligne, visitez palairlines.ca.
Côte-Nord. Attitude. Un document statistique rempli d'informations pertinentes sur la Côte-Nord. C'est l'Institut de la statistique du Québec qui a publié hier un portrait de notre région qui confirme entre autres le déclin de la population régionale. Marie-Hélène Provençal est une des auteurs. Elle est chargée de projet à l'Institut de la statistique du Québec. Bonjour, Madame Provençal. Bonjour. Alors, quand même un document intéressant, là, le bulletin de la Côte-Nord, un panorama complet. On parle de l'éducation, de la santé, de la culture, bien sûr des mouvements de population également. Là, on fait ça pour chaque région, chaque année chez vous? Oui, tout à fait. Puis cette semaine, c'est la Côte-Nord qui est publiée par l'Institut. Mm-hmm. On le retrouve facilement là sur votre site Internet. C'est un document en PDF qu'on peut imprimer facilement également. Ça doit être un bel outil de travail pour plein d'organisations, me semble, ces portraits-là, ces panoramas. Oui, parce que ce sont des bulletins qui regroupent les statistiques les plus récentes, les plus à jour, selon certains indicateurs très variés. Ça va de la démographie jusqu'au PIB, en passant par l'emploi, chômage, la santé, l'éducation, le nombre de diplômés universitaires et la culture aussi. Vous êtes une des auteurs. Finalement, on procède comment? Là, on va dans différents documents. J'imagine que Recensement Canada, là, qui a fait un recensement important en 2016, ça devient un outil précieux pour votre portrait, justement. Là. Oui, entre autres, mais c'est que chaque indicateur a sa méthodologie et aussi ses sources de données. C'est pour ça que vous allez voir d'un thème à l'autre les années de référence et ils peuvent varier vraiment là. C'est pas uniforme. C'est comme je le disais, c'est les statistiques les plus récentes. Pour la démographie, ce sont les données provisoires de juillet 2016, alors que pour le PIB, c'est 2015 et ainsi de suite. Oui, ça nous donne plein d'informations, justement entre autres concernant la baisse de la population. Là, c'est ce qui est peut-être le plus marquant pour la région Côte-Nord là-dedans, parce que au Québec, la population augmente. On est rendu plus de 8 millions, mais depuis 2001, sur la Côte-Nord, on perd des gens. Là, on est rendu seulement autour de 92 500 personnes dans notre région. C'est ça, 92 000, alors qu'en 2001, la population était de 99 500 environ. Il n'y a pas beaucoup de régions qui chutent, là, que la population chute comme ça? Oui, mais la Côte-Nord est une des plus marquées là, par ce phénomène-là. Puis aussi, c'est qu'au début des années 2000, le déclin était assez important sur la Côte-Nord. Par la suite, on a eu comme l'impression d'un petit répit. Mais là, entre 2011 et 2016, on voit qu'il y a une accélération du déclin de la population. Oui. Et on le voit, il y a un lien direct avec les départs, l'exode de la population et l'économie de la région. Et ça, c'est dans chaque MRC que c'est comme ça là, qu'on perd de la population. Entre autres, on a plusieurs MRC, dont Sept-Îles et Port-Cartier, où est notre auditoire présentement, qui dépend de l'industrie minière. C'est un bon exemple. On l'a décortiqué pas mal, la situation de l'industrie minière. Depuis 4 ans en particulier, on perd beaucoup d'emplois dans ce secteur-là. Oui, c'est ça. Mais à l'échelle de la région, le taux de chômage est resté quand même relativement stable. Il est autour de 8,7% en 2016 et c'est pas significativement supérieur au taux à l'échelle du Québec, là, qui est de 7,1%. Oui. Parfois, c'est risqué de faire parler des chiffres, là. Mais moi, ce que je constate, c'est surtout quand les gens perdent leur emploi, on a l'impression qu'ils quittent la région, là, parce que la proportion de familles en situation de faible revenu reste plus élevée qu'au Québec. Le taux de chômage augmente pas tellement. Donc, les gens quittent la Côte-Nord. C'est ce qu'on peut constater à partir de ces tableaux-là, là, ces statistiques-là. Oui, c'est ça. Il y a une migration interrégionale. Puis, en effet, quand il n'y a pas beaucoup d'emplois, quand les gens perdent leur emploi, ils sont un peu forcés d'aller chercher de l'emploi ailleurs, dans d'autres régions. Puis, il y a aussi l'éducation qui joue un rôle important. Quand les jeunes vont chercher un diplôme dans une région où est-ce qu'il y a une université ou un cégep, c'est pas certain qu'ils vont revenir dans leur région, là, dans la Côte-Nord, s'il n'y a pas d'emploi en vue. Oui. Par contre, la semaine dernière, il y avait comme le bilan migratoire là qui nous disait un peu d'où viennent les nouveaux arrivants, où vont les gens qui quittent
la Côte-Nord. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont un attachement à la région, là, ce qu'on voyait là-dedans, qui pourraient revenir advenant une relance, advenant des emplois disponibles. Par contre, sur la Côte-Nord, on le voit parce que le revenu médian reste beaucoup plus élevé que celui de la moyenne provinciale. Finalement, les gens, ce qu'ils vivent, c'est les gros salaires, c'est la Côte. C'est un peu ça? Oui, mais parallèlement à ça, c'est qu'il y a énormément de disparités selon les secteurs d'activité, mais aussi selon la MRC. Parce que vous avez raison de dire que le revenu d'emploi médian à l'échelle de la Côte-Nord, il est de 41 249 $ en 2015, ce qui est nettement supérieur au revenu du Québec, qui est 39 332 $. Et il y a des MRC comme Kaniapisco, que le revenu médian atteint plus de 84 000 $. Et c'est ça, il y a certaines MRC comme ça qui ressortent, surtout Kaniapisco. Puis il y a d'autres MRC comme la Haute-Côte-Nord où le revenu est vraiment plus bas, là, comme aussi le golfe du Saint-Laurent, là, des revenus autour de 26 000, 30 000 $ en 2015. Vous savez, Madame Provençal, ces portraits-là, ces statistiques-là, ça peut être interprété et utilisé dans des campagnes électorales comme on en a là à Sept-Îles et Port-Cartier. Hein. Quand on voit l'exode de la population, ça préoccupe les leaders d'une région comme la nôtre. Ces gens-là devraient regarder aussi le taux de diplomation, par exemple, là, où on est faible sur la Côte-Nord dans ce domaine-là. Ça aide peut-être pas à décrocher les bons emplois, hein? Oui, vous avez tout à fait raison. On peut dire que pour la région, tant pour l'éducation que l'emploi, il y a vraiment de la place pour l'amélioration. Mm-hmm. Et donc, on retrouve ça sur le site de l'Institut de la statistique. Est-ce qu'ils y vont, vos statistiques, vers les leaders, vers les gouvernements pour des planifications, des choses comme ça? J'imagine qu'on fournit ça à ces gens-là, hein? Oui, on a beaucoup de demandes de journalistes, mais aussi à l'occasion de chercheurs et aussi d'attachés politiques. Ça peut arriver aussi quelquefois. Oui, dans le passé, il y a eu souvent des politiciens qui venaient consulter les archives de l'Institut de la statistique et qui venaient examiner l'évolution des données. Oui. Et donc, on le prend sur votre site Internet, le document que j'ai imprimé, là, intitulé « Bulletin statistique régional édition 2017 Côte-Nord ». C'est ce qu'on a de plus complet ou on peut vous contacter directement pour avoir encore plus de détails, plus de tableaux, de stats et tout ça? C'est sûr que sur le site de l'Institut de la statistique, vous allez avoir les tableaux complets avec les MRC, les données pour chaque MRC. Vous allez avoir les données pour ventiler hommes-femmes par groupe d'âge. Ça, le bulletin, il fait un peu, il collige l'ensemble des données pour donner un portrait global de la région. Mm-hmm. Hey, c'est bien présenté aussi, avec des tableaux, des cartes, on sait où ce qu'on est, les territoires d'MRC, tout ça. Vraiment un document utile pour les gens qui s'intéressent là à la Côte-Nord, ce qu'elle est vraiment. Madame Marie-Hélène Provençal, chargée de projet à l'Institut de la statistique du Québec, un gros merci d'avoir pris du temps avec nous en direct comme ça sur l'heure du midi. Ben, c'est moi qui vous remercie. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Soucieuse de sa clientèle, la poissonnerie Blanc-Sablon se spécialise dans la production de produits de premier choix et ce, à prix compétitif. Notre liste de produits et de prix se retrouve en ligne à poissonnerieblancsablon.com. Vous pouvez nous rejoindre via téléphone en français ou en anglais au 877-461-3212, via notre page Facebook ou par courriel à poissonblancsablon@gmail.com. Nous effectuons une livraison hebdomadaire via le Bella des Gagnés. Poissonnerie Blanc-Sablon, 877-461-3212. Saviez-vous que même si la belle saison est terminée, votre voiture a toujours besoin de bien se faire traiter? L'hiver est dur sur votre véhicule et pour lui offrir la meilleure protection qui soit, faites confiance aux professionnels du Paradis de l'Auto. Pour son 30e anniversaire, le Paradis de l'Auto vous offre 30 $ de rabais sur les cirages ainsi que sur les traitements anti-rouille et ce, pour un temps limité. Préparez votre véhicule au hasard de l'hiver en prenant rendez-vous avec les spécialistes du Paradis de l'Auto à votre service depuis 30 ans. 490 Otis 968-1940. Pour fêter son arrivée dans ses nouveaux locaux, la boutique Art Déco a de bonnes nouvelles pour vous. Mardi le 17 octobre à 19h et mercredi le 18 octobre à 9h, il y aura des ateliers de démonstration des produits PBO, des gels textures, résines et encore plus. Des trucs, des conseils vous seront donnés. Et oui, donnés, parce que les ateliers sont gratuits. Des rabais sur les produits pour les participants. La boutique Art Déco, maintenant située au 848 Boulevard L'Art. Pour vous inscrire, présentez-vous sur place, par téléphone ou via notre page Facebook. Attitude.
75 ans, ça se fête, ça, hein, Valérie? Ben, je pense que oui. 75 ans, ben, c'est le cas des fermières, le cercle des fermières de cette île. On a d'ailleurs un comité en place, le comité du 75e. On va parler d'une journée porte ouverte, parce que la maison des fermières, là, au 556 de Quin, c'est depuis 1950 qu'on est installé là. On va parler de l'histoire des fermières de cette île également, avec Ginette Blouin-Tremblay qui est avec nous, et elle est sur le comité du 75e. Elle a travaillé l'historique, et André Préfontaine, qui est responsable des communications. Sans doute, c'est ce qu'elle faisait chez Aluminerie Alouette dans le temps. Alors, elle va nous parler de la journée porte ouverte qui s'en vient. C'est le 26 octobre. Bonjour, mesdames. Le 28 octobre. Bonjour, Jean. Madame Blouin-Tremblay, là, 75 ans, ça nous ramène, quoi, en 1942 que ça a vu jour, les fermières. 1942. C'était une autre époque, quand même, hein? Oui, c'est ça. Mais ma mère l'a vécu dans ce temps-là. Puis, elle était dans les premières fermières de cette île. La deuxième présidente. Ça fait qu'elle a dû vous compter ça. Comment ça se passait, là? À l'époque, le rôle des femmes dans la société était un petit peu différent d'aujourd'hui. Il y avait moins de femmes au travail, c'était au foyer. Puis justement, ce qu'on fait aux fermières, ben c'était précieux à cette époque-là. Oui, puis on essaie de continuer ce que nos pionnières nous ont montré. Puis c'est dans ce temps-là, dans le premier temps, là, quand il n'y avait pas de local, là, ils déménageaient les métiers d'une maison à l'autre. Ouais. Pour tisser. C'était déjà à la base, quoi, pour se regrouper pour les métiers à tisser. C'est encore ça qu'on a principalement au local de la rue de Quin? Tout à fait, parce que maintenant, en plus du tissage, on a beaucoup d'autres activités, là, comme la broderie, puis le tricot, puis on essaie de toucher à tout, là, maintenant, là. Ben, ça a toujours été comme ça aussi, parce que on fait partie de la fédération 03, puis au provincial aussi. Puis au provincial, à chaque année, ils demandent des pièces de concours dans chaque différents types d'artisanat. Puis il faut suivre. Puis il y a un événement régional aussi, je pense qu'il y a eu lieu au Havre-Saint-Pierre, le plus récent, puis on a rendu hommage à des dames de cette île, entre autres, lors de cet événement-là. Notre regrettée Yvette, là, qui était présidente longtemps. Et en 1942, ça veut dire quoi? Un métier à tisser, c'est un peu pareil, hein? Tout le monde n'en avait pas un dans sa propre maison, mais c'était quand même pas mal populaire, utilisé. Ah oui, c'est certain. Puis après ça, nous autres, dans notre local, là, ça s'est accumulé, les métiers, là. On en a 12 présentement. Ouais. Je pense que la ville de cette île, Valérie, en 1950, là, ça finissait sur la rue de Quin. T'avais Arnaud, on devait même pas l'appeler la rue de Quin, ça devait être la 4e rue à l'époque, on l'appelait comme ça. Oui. On a déjà ce local-là, tout près de l'hôtel de ville, là. C'était une petite bâtisse. C'est le même local qu'en 1950? Non. Même emplacement. Même emplacement, mais en 1984, ça a été la construction de la nouvelle bâtisse. OK. Puis encore là, on est chanceuse d'avoir notre terrain, notre local. C'est pas toutes les cercles qui ont ça, là. Mais en tout cas, on est fiers de ça. Ouais. Ça veut dire qu'en 1950, votre local, il était dans le haut de la ville, là. Non, à la même place. Non, à la même place, mais c'était comme le haut de la ville à l'époque. Oui. Le développement est arrivé un peu 52-53, hein, avec la compagnie minière IOC, tout ça. Donc, quand c'est venu au monde, c'était un village de pêche, cette île, finalement, là, plus. Oui, ben c'est ça. Nous autres, on restait sur la 2e rue. Peut-être, André, expliquer qu'est-ce que ça fait des fermières, hein? C'est pas au sens propre, là. On n'a jamais eu ben des animaux puis des vraies fermes à cette île. Mais les fermières, c'est surtout la transmission de l'art, du patrimoine. C'est la transmission du savoir culturel par les arts textiles. Donc, c'est transmettre le savoir du tissage, du tricot, du fléché, de la courte pointe, de la couture, de la broderie, pour que ces arts textiles-là soient toujours à la mode, et ça revient à la mode aussi, mais pour permettre ça fait partie de notre patrimoine culturel. Et il n'y a pas d'âge pour aller au Cercle des fermières, je crois. Là, moi, j'ai 30 ans, je pourrais aller faire du métier à tisser avec vous. On peut s'inscrire dès qu'on a l'âge de 14 ans. Okay. C'est ouvert à la population féminine parce que c'est une association féminine. Mais tout le monde est bienvenu, et c'est pour ça que cette année, dans le cadre de notre 75e anniversaire d'existence, samedi le 28 octobre, on tient une journée porte ouverte. On invite la population à venir nous visiter entre 10h et 15h pour venir découvrir les arts textiles. Qu'est-ce qu'on fait au Cercle des fermières? Donc, il y aura à la disposition des gens un métier à tisser où les gens pourront s'asseoir et essayer le tissage. On aura aussi des démonstrations de tricot, à la broche, au crochet, de piquage de courte pointe, de broderie.
On fera aussi une exposition des arts textiles, des pièces de concours. En début d'entrevue, tu parlais que nous sommes allés au Havre-Saint-Pierre, c'était le congrès régional. Il faut dire qu'au printemps dernier, le Cercle de Sept-Îles, pour la Côte-Nord, a terminé en première position dans la classe du tissage, du tricot et de la broderie. Donc, nos participantes, leurs pièces se sont retrouvées au provincial. Donc, elles ont été jugées à la grandeur de la province. Donc, on va exposer ces pièces-là aussi. Et ce qu'on veut faire connaître à la population, c'est qu'est-ce qu'on fait afin que les gens peuvent venir adhérer. C'est aussi une journée de recrutement pour que les gens qui sont intéressés aux arts textiles. Il y a beaucoup de personnes qui tricotent un petit peu chez eux dans le salon, qui ont besoin de trucs ou de prendre l'expérience. Donc, ils peuvent venir chez nos cercles des fermières. Ben, juste des fois sortir du salon aussi, là. Ça fait aller tricoter avec d'autres membres puis jaser en même temps, c'est le fun. Oui, on découvre et on apprend toujours. Moi, je suis dans le cercle des fermières depuis 2009. Ma mère était là avant moi. Donc, j'ai baigné un peu dans cet environnement-là, mais ma force est plus au niveau du tricot. Je découvre le tissage plus depuis que je suis là. Mais c'est des passe-temps qui sont très valorisants. Et c'est des membres qui sont encore très actifs. Moi, ma belle-mère a toujours été dans les fermières. Elle restait tout près, d'ailleurs, juste à côté, sur la rue de Quin, là. Et puis, je suis allé quand même à plusieurs reprises dans votre maison. Les métiers à tisser, il y a des réservations d'avance, puis c'est quand même très populaire. Effectivement, chaque tisserande est sur les listes et on est appelé à tour de rôle à aller tisser notre pièce. Et lorsqu'on débute, on va donner une formation, on va suivre les artisanes aussi pour leur montrer comment faire. C'est dynamique aussi au niveau régional. Là, on parle du Cercle des fermières de la rue de Quin à Sept-Îles, mais sur le territoire de la ville, je pense qu'il y en a d'autres encore. Du côté de Moisy, il y a des cercles de fermières à Port-Cartier, Pentecôte. Il y a des fermières à l'écoute là qui sont pas membres de votre cercle, mais qui a quand même une belle organisation régionale. Je dirais que sur la Côte-Nord, du Havre-Saint-Pierre jusqu'à facilement les Escoumins, il y a... une vingtaine de clubs, c'est ça? Il y a 20 cercles sur la Côte-Nord, c'est ça. C'est quand même, au concours provincial l'an dernier, là, il y avait quand même 20 cercles d'inscrits. Ici, une des activités qui marche très, très bien chaque année, c'est le coffre de la maisonnée. Là, on fait un tirage avec ça. Ça va revenir, ça, sans doute, hein? C'est au printemps, plus? Oui, il faut. Ça nous prend ça pour payer nos comptes. Ah oui, c'est votre activité de financement. Ouais. Mais je pourrais vous donner une statistique au niveau provincial. C'est intéressant. On fait partie de la fédération. Il y a 25 fédérations, puis il y a 631 cercles, puis il y a 33 365 membres au niveau provincial. Quand même. Au niveau provincial, on déborde aussi des arts textiles. Moi, j'ai tous les livres de cuisine des fermières chez nous. Là, puis moi Valérie aussi, aussi oui, ma grand-mère m'a donné ça. Je pense qu'il y a des recettes de Sept-Îles aussi là-dedans, à un moment donné. Là, c'est une belle collaboration qu'on a. Hein? C'est les arts culinaires et les arts textiles, finalement. Ils demandent toujours la participation des cercles, des membres. Il faut participer à tout ce qu'ils nous demandent. Là, Puis je voulais vous souligner aussi qu'à Sept-Îles, là, depuis le début, 1942, mais peut-être pas au début, mais plus tard, tous les 5 ans, on faisait le congrès régional à Sept-Îles. Cette année, c'est Havre-Saint-Pierre. C'est pour ça qu'on fait une autre activité pour notre 75e. Bon. Et là, la principale activité, c'est donc la porte ouverte. Ça va être une occasion de recruter même des jeunes. Est-ce qu'il y en a vraiment à 14 ans? Tu disais 14 ans tantôt? On en a une ou deux. Oui. Ah, pas beaucoup, là. C'est jeune parce que... C'est souvent dans des familles où les parents, les grands-parents étaient dans le cercle, mais là, c'est peut-être l'occasion, la journée porte ouverte, là, pour quelqu'un qui s'intéresse à ce que vous faites, d'aller voir d'abord, puis même si grand-maman fait pas de l'artisanat, peut-être que ça peut intéresser d'autres familles aussi. Il peut y avoir des grands-mamans adoptives. On prépare la relève. Aussi, ce qui est spécial dans notre association, c'est qu'il y a beaucoup de sœurs, 2 sœurs, 3 sœurs, la mère, la petite fille, la grand-mère, la fille. Dans la famille, on dirait qu'il y a toujours, on regroupe plusieurs d'une même famille. Ça, c'est rare, ça. Il y a une maman qui vient broder, puis à l'occasion, ça tout petite d'une dizaine d'années, vient avec nous. Donc, on l'installe, elle prend sa toile, son cerceau, son fil, puis elle apprend à broder elle aussi. Donc, on prépare la relève.
Ben, c'est vraiment le 28 octobre qu'on pourra en connaître plus et surtout voir de nos propres yeux qu'est-ce qui se fait au Cercle des fermières de Sept-Îles. C'est au 556 rue Dequin, toujours au même endroit depuis 1950. Donc, c'est quoi, ça va commencer à 10h le matin jusqu'à 16h? De 10h à 15h, on attend tous les gens qui passent devant le local, près de l'hôtel de ville. Tout le monde est bienvenu et un samedi à part ça, c'est bien d'adon. Oui. Prendre une marche dans le bas de la ville. On va visiter les fermières le 28 octobre prochain. Ça va nous faire plaisir de faire découvrir à la population notre patrimoine artisanal des arts textiles. Eh bien, André Préfontaine, Ginette Blouin-Tremblay, un gros merci pour votre présence en direct à Côte-Nord Attitude ce midi. Merci à vous. Merci beaucoup. Côte-Nord Attitude. Pure FM 94. Les nouveautés sont arrivées chez Olivier d'Occasion. Profitez du plus grand inventaire de voitures d'occasion dans la région et du meilleur prix à l'achat ou à l'échange de votre véhicule actuel. Voyez notre inventaire au www.olivieroccasionssept-îles.com et obtenez un rabais instantané. Venez nous rencontrer au 106 Maltais. Votre radio sera sur place dès 14h30. Olivier d'Occasion, ouvert ce soir jusqu'à 20h. Financement disponible sur place. Le domaine de l'aviation et du voyage vous intéresse? Devenez agent pour l'équipe d'Avjet TSAS située à l'aéroport de Sept-Îles et joignez-vous à une entreprise québécoise dynamique en pleine croissance. Aucune expérience requise. Envoyez votre CV à l'adresse rh@avjet.ca. Avec le jeu Monopoly d'ici de McDo, vous pourriez gagner des prix n'importe où. Au service au volant à Gaspé, dans une bibliothèque à Tracadie ou sur un lac à Sudbury. Monopoly d'ici de McDonald's est de retour. Et cette année, nous célébrons le 150e anniversaire du Canada avec des millions de prix et une chance sur 5 de gagner. Et vous, que gagnerez-vous? Le nombre de prix offerts diminuera et les chances de gagner pourront varier lorsque des prix seront réclamés. Voir les détails dans le règlement officiel dans les restaurants McDonald's du Canada participants ou à mcdpromotion.ca/FR-CA pour connaître les détails complets du jeu. La nouvelle d'intérêt vous est présentée par la Caisse d'économie Desjardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Il y a beaucoup de positifs dans la nouvelle d'intérêt parce que le prix de l'aluminium présentement là a atteint un sommet pour les 5 dernières années sur le marché mondial. C'est positif pour notre aluminerie à Sept-Îles. C'est positif pour la Côte-Nord qui est un bon producteur d'aluminium. On rejoint Steve Chapadeau du côté de Bécomo, toujours à l'emploi du mouvement Desjardins. Bonjour Steve. Oui, bonjour Jean. Alors, on va parler entre autres de l'impact là, de la négociation de l'ALENA sur le prix de l'aluminium. C'est à suivre quand même. Hein? Faut pas juste se fier au prix qu'il y a à matin là, sur les marchés mondiaux. Effectivement, des nouvelles fraîches de ce matin. Là, je lisais la presse ce matin où hier, le président Trump accueillait le premier ministre Trudeau et lui souhaitait la bienvenue par un véritable coup de semonce où, selon lui, mais la seule option, c'était de déchirer l'ALENA puis de repartir à neuf. On sait que l'ALENA, c'est un traité de libre-échange qui permet la libre circulation des biens, notamment entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, et où les matières premières sont constituent une forte prépondérance justement dans ce commerce-là. Oui, d'ailleurs, notre aluminium, elle s'en va pas mal à un gros pourcentage, en tout cas, qui s'en vont aux États-Unis, hein? Effectivement, c'est les grands consommateurs. Il y a des grands producteurs d'acier, notamment pour le côté au niveau automobile. On voit qu'au niveau de l'aéronautique, c'est fortement utilisé, et puis surtout aussi au niveau de la défense. Je vais y revenir plus loin sur l'importance stratégique de l'aluminium pour les États-Unis, pour les Américains. Fait que nous, le Canada, mais comme pays exportateur de ressources naturelles, mais nous, c'est la qualité des relations commerciales entre le Canada et les États-Unis, mais ça va avoir un impact direct sur nos entreprises exportatrices, qu'on pense du secteur minier ou encore de l'aluminium. Puis ce qu'on voit au niveau politique, mais il y a comme une vague protectionniste américaine où l'administration Trump semble pratiquer davantage la politique du repli sur soi par rapport à l'ouverture des marchés. Et on peut se poser la question si l'objectif des Américains n'est pas de saboter les négociations en cours. Mais par contre, il y a un fort lobby américain, là, notamment plus de 300 chambres de commerce et la US Chamber of Commerce qui ont même sonné l'alarme par rapport aux menaces
justement des Américains, des emplois américains, des entreprises américaines qui, eux, transforment l'aluminium, notamment qui se produit notamment au Canada. Oui. On peut penser là que on va attendre probablement la fin de cette négociation pour connaître vraiment les règles du marché avant de se lancer dans des expansions. Je pense à la phase 3 d'aluminerie Alouette là, ou d'autres projets au Québec. On va attendre la fin des négos. Oui, mais attendre la fin des négos, mais je pense que c'est important de comprendre c'est quoi l'industrie américaine de l'aluminium, qui est fortement dépendante des importations, parce que on sait le ratio du Canada par rapport aux États-Unis, par rapport à peu près un ratio de 10:1. On sait que les Américains ont fermé 12 alumineries depuis 10 ans, notamment une dizaine depuis 2014, et je sais pas si on mesure l'impact de tout ça, mais pour l'ensemble des États-Unis, mais il demeure simplement aujourd'hui 4 alumineries en fonction qui produisent de façon réunie 400 000 tonnes, alors qu'on sait qu'Aluminerie Alouette produit à elle seule près de 600 000 tonnes, mais la production américaine totale, 4 alumineries qui produisent 400 000 tonnes, c'est moins de 1% de la production mondiale. Oui, dans un vaste pays qui a plus de 300 millions de population comme les États-Unis, de l'aluminium, on en a besoin tous les jours, on construit des ponts, des avions, des engins militaires, c'est là qu'elle va l'aluminium, hein? Ben exactement, c'est des marchés aux États-Unis où on sait que pour des raisons très stratégiques, les Américains ont besoin d'aluminium qui provient beaucoup du Canada. Il y a beaucoup d'importations qui proviennent du Canada. On sait qu'on a 9 alumineries au Canada, 8 au Québec, 4 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, propriété de Rio Tinto, à Alma, Arvida, La Terrière et Grande-Bay. Il y en a 3 qui sont propriété d'Alcoa, à Bécancour, Deschambault et Bécomo. Et on a Aluminerie Alouette à Sept-Îles, qui est une aluminerie indépendante. Et il y en a une 9e qui est située en Colombie-Britannique, au niveau de Kitimat. Donc, c'est un marché, l'aluminium, l'industrie de l'aluminium est très, très fortement concentrée au Québec. Et l'ensemble des alumineries au Canada produisent de façon réunie 3 millions de tonnes, c'est environ 5% de la production mondiale. Donc, même au Canada, on n'est pas tellement un gros joueur parce que le marché mondial, selon l'Association de l'aluminium du Canada, qui ont produit des chiffres récemment, en 2016, c'est un marché maintenant de 60 millions de tonnes par année, dont la Chine, elle seule, produit 35 millions de tonnes, donc une part de marché, elle seule, de 55 millions de tonnes, ce qui fait en sorte que la dépendance, la domination de la Chine sur cette industrie-là de l'aluminium, ça amène 2 impacts majeurs. Premièrement, au niveau du commerce, où on est davantage en surcapacité mondiale, ce qui a une influence directe au niveau de la baisse des prix qu'on a remarqué dans la dernière année. Et là, on voit que ça remonte, mais c'est pas pour des raisons étrangères, parce qu'on voit qu'aussi que les États-Unis, eux resserrent également, voient cette menace-là sur même leur sécurité intérieure. Parce qu'on dit que l'aluminium, c'est un intrant dans l'aéronautique et surtout la défense, mais en cas de conflit, c'est sûr que les Américains, eux, ils veulent garantir leur source d'approvisionnement. Oui. On voit que tu suis le marché de l'aluminium de très, très près. Steve, tu es bien informé de ce qui se passe, de la réalité sur le terrain. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la négociation avec l'ALENA? Est-ce que tu as l'impression qu'on est bien défendu par Justin Trudeau, qui est allé quand même en jaser sur place avec M. Trump lui-même? J'imagine que c'est comme tous les négociateurs autour là qui sont importants là-dedans. T'es confiant face à cette négociation-là? Ce qu'on voit de façon très claire au niveau du gouvernement, certainement on voit de façon plus publique le dossier de Boeing par rapport à Bombardier. On sait que ça va être un élément qui va être discuté entre les premiers ministres et le président cette semaine. Mais au niveau aluminium, moi je pense qu'il faut regarder de l'industrie. Là. Je regarde beaucoup les actions de l'Association de l'aluminium du Canada, dans laquelle Aluminerie Alouette fait partie, avec Rio Tinto et Alcoa. Mais ils ont déposé un mémoire un peu plus tôt cette année au niveau du département américain du commerce pour que justement l'industrie canadienne soit reconnue un petit peu comme un fournisseur maison, un fournisseur domestique, l'équivalent d'un fournisseur américain, et s'assurer de ne pas nuire via, exemple, l'imposition de tarifs ou de droits à l'industrie canadienne parce que la chaîne client-fournisseur entre le Canada et les États-Unis est fortement intégrée, ce qui menacerait beaucoup d'emplois aux États-Unis. Oui. Et le deuxième volet, c'est que, devant la domination de la Chine, justement, sur le marché de l'aluminium, les États-Unis ont imposé au mois d'août dernier, justement, une série de tarifs sur les importations chinoises qui va de 16 à peu près à 81%, dépendamment des entreprises impliquées. Ce qui fait en sorte qu'on voit que, malgré que l'ALENA, il peut y avoir une abolition de l'ALENA, mais ce qui concerne vraiment le marché de l'aluminium de façon très, très stricte,
Ben, les gens s'entendent à l'effet que les Américains seraient pas assez fous pour tirer dans leurs canaux là, parce qu'ils ont vraiment une dépendance par rapport à l'aluminium et de surcroît dans des secteurs fortement stratégiques. Bon, mais ça s'annonce positif, mais quand même, pour passer une entente, là, il va falloir des bons négociateurs. Ça peut être long aussi, hein, ces affaires-là? Oui, vous voyez, pour négocier justement le premier accord de libre-échange, je pense qu'il aurait fallu au-dessus de 10 ans de négociations avant d'en arriver à un traité. Bon, là, on peut parler d'abolition de l'ALENA. On peut dire que c'est facile de déchirer une entente, mais la mise en vigueur, si on déchire une entente, revoir certaines autres règles, on revoit des négociations, mais la mise en vigueur de tout ça, on peut penser que c'est une question beaucoup plus d'années que de mois. Oui. En tout cas, en attendant, le prix de l'aluminium est assez bon, là, un sommet depuis les 5 dernières années. Par contre, le prix du fer, lui, est rendu sous la barre des 60 $ US la tonne actuellement. Ça peut être inquiétant aussi pour la côte. Oui, je lisais un article justement du Financial Times hier qui disait que c'était vraiment lié davantage aux efforts de la Chine contre la pollution. On sait que des intrants, les transformateurs, les métallurgistes chinois produisent beaucoup de pollution. À ce moment-là, le marché voit actuellement peut-être une baisse de la demande chinoise pour que justement leur permette de combattre un peu plus la pollution. Donc, on voit qu'il y a des effets, là, vraiment, que l'environnement, tout est intrinsèquement lié. Mais je lisais également un autre article qui dit que les prix là, devraient davantage osciller davantage entre 70 et 80 $ à moyen terme. Bon, quand même, c'est encourageant. On sait que c'est concrètement, c'est nos emplois, beaucoup de nos emplois sur la Côte-Nord, à Sept-Îles, Port-Cartier, le fer et l'aluminium. Steve Chapadeau, un gros merci de garder informé puis de nous vulgariser ça pour nos auditeurs là chaque semaine. Bienvenue à vous. La nouvelle d'intérêt vous a été présentée par la Caisse d'économie Desjardins-des-Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Et ben voilà, c'est déjà tout pour cette édition de Côte-Nord Attitude qui a été, ma foi, bien remplie avec Lou Poirier, avec les fermières, avec des statistiques, avec Steve Chapadeau également. On est allé un petit peu partout, Jean. J'ai profité de toi. C'est une émission de filles aujourd'hui, à part la conclusion avec Steve Chapadeau. Là, on parlait des fermières, entre autres, des statistiques avec une madame à l'Institut de la statistique du Québec. Et c'est actrice de Port-Cartier. Alors, un gros merci pour ta co-animation, Valérie. Ça fait plaisir, Jean. Et demain, tu seras avec Tommy. Est-ce qu'on a déjà une petite idée de ce qui s'en vient? On va parler entre autres avec le président de la CSN Côte-Nord, Guillaume Tremblay, de plusieurs sujets d'actualité.